Hello, 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 mes hockey fans. Alors, on s'attaque une fois de plus aujourd'hui à un autre preview LNH et cette fois-ci, on s'attaque aux sénateurs de Ottawa. D'abord et avant tout, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur TikTok, Instagram et Twitter, toujours sous le nom de HockeyFan514 ou le hashtag HF514. Maintenant que la promotion est faite, preview LNH 2021, sénateurs d'Ottawa. Bon. Les sénateurs d'Ottawa ont été une équipe qui a été excessivement active pendant la saison morte et ça, c'est quelque chose qui, moi, me dérange un petit peu. Pour vous expliquer mon code de couleur au niveau de mon alignement, ce que vous voyez ici, les noms qui sont en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus au sein de l'organisation. Les noms qui sont en rouge, c'est des gars qui vont devoir s'adapter à l'organisation, que ce soit des gars qui ont été signés, acquis dans une transaction ou bien des jeunes qui vont s'intégrer au sein de la formation. C'est toutes des personnes qui ont besoin de s'adapter au mode de jeu ou au style de jeu des sénateurs d'Ottawa. Et ça, c'est quelque chose qui peut être problématique parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de noms en rouge. Et il y a des postes clés qui sont en rouge. Et ça me dérange. On voit que gardien de but partant, tu as un nom en rouge. On voit que dans mon top 4 défenseurs, j'ai un nom en rouge. On voit que dans mon top 6, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 noms sur 6 qui sont en rouge. Ça risque d'être problématique. L'adaptation, probablement que cette année, on risque d'avoir de la misère avec la chimie au sein de l'organisation, à moins de quelque chose de vraiment exceptionnel. Là, ça, c'est possible. Je veux dire, si DJ Smith est capable de rallier tout ce beau monde-là ensemble, on devrait avoir une équipe qui est plus performante sur papier. Mais en échange de quoi, je pense qu'il y a trop de joueurs qui doivent s'adapter. Ça risque d'être difficile à faire. Alors, les sénateurs d'Ottawa l'année passée, bon, ça n'a pas été une bonne année, mais en même temps, c'est rien de catastrophique. Là, je vous ai mis juste 4 noms de gars qui peuvent intégrer l'alignement dès cette année, qui sont des jeunes qui peuvent être prometteurs pour l'organisation. Mais honnêtement, c'est une des équipes qui a peut-être la meilleure banque d'espoir qui joue actuellement dans la Ligue américaine. Fait que c'est pas nécessairement tous des jeunes qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est sûr que si tu vois qu'un gars comme Brady Ketchuk qui est pas vieux, Thomas Chabot qui est pas vieux, White qui est pas tellement vieux non plus, c'est des gars qui ont déjà de l'expérience LNH puis qui sont pas vieux. Mais ils ont quand même plusieurs jeunes qui peuvent intégrer l'organisation, puis c'est des jeunes, dans certains cas, à très haut potentiel. Donc, honnêtement, l'année passée, ça a été difficile pour les sénateurs d'Ottawa. Ça a été une des pires équipes de la Ligue, en fait. Là. Pour vous donner une idée, ils ont terminé 15e dans la conférence de l'Est. So, bref, à part les Red Wings, c'est pas grand-chose. Et 30e dans la Ligue. À part les Red Wings, c'est pas grand-chose. Donc, assurément, ça a été une des pires équipes de la Ligue nationale l'année passée. Puis, on va le voir avec les statistiques. Il y a quand même des points qui sont des points positifs, là, on va se le dire. Mais avant de rentrer dans les points positifs, on va continuer les négatifs. Eugene Melnyk, qui est assurément pas mon propriétaire préféré au travers de la LNH, il a dit il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont eu l'audace de faire ce que nous, on a fait comme reconstruction. On a échangé nos 6 meilleurs joueurs. Puis, ben, un des derniers qui était dans les fleurons de l'organisation, il était probablement Jean-Gabriel Pajot. Puis, ben, Greg Anderson, à sa manière, quoique Greg Anderson avait connu une mauvaise saison l'année passée, l'année passée, l'autre année d'avant, là, pas cette année-là. Mais Jean-Gabriel Pajot, lui, avait encore des bonnes saisons devant lui. Puis, bref, on l'a laissé partir. On l'a échangé dans une transaction. Puis, tu vois qu'il a été échangé je me souviens pas si c'est exactement la date limite ou c'est proche de la date limite, là, mais il reste que même à la fin de la saison, c'est quand même lui qui est le meilleur buteur de l'organisation, même s'il n'a pas fini la saison avec les sénateurs. Fait qu'il y avait une bonne saison, Jean-Gabriel Pajot. L'organisation a laissé partir à peu près tout le monde, mais dans le lot des transactions, ils ont eu entre autres... Attends, qui est quoi? Joshua Norris, qui lui a été obtenu dans la transaction de Eric Carlson, puis Eric Brunstrom, juste en dessous ici, lui a été acquis dans la transaction de Mark Stone. Fait qu'ils ont quand même acquis des gars au travers de ces transactions-là qui peuvent avoir de l'impact à moyen court terme. Mais il reste que, tu sais, c'est quand même... Il y a des gros morceaux qui sont partis dans cette organisation-là. Fait que bref, on est en pleine reconstruction à Ottawa. L'année passée, en fait, on va commencer avec DJ Smith qui revient comme coach. DJ Smith, excusez-moi, c'était sa première année comme head coach l'année passée. Rien de très concluant. Maintenant, à savoir si c'est-tu l'équipe qui n'est pas concluante ou si c'est lui qui n'est pas concluant, ça, c'est pas. Pierre Dorion, qui est le DG depuis 2016 des Sénateurs d'Ottawa. Au niveau DG, j'ai pas vraiment à me plaindre parce qu'il a été chercher beaucoup de choix au repêchage. Il a fait ce que le propriétaire il a demandé de transiger ses gros noms, puis il a réussi à avoir des bonnes transactions quand même à ce niveau-là. Moi, en tant que tel, Pierre Dorion, je déteste pas. Puis le fait qu'il a réussi à amener un gars comme Dadonov, Murray, on va voir, parce que ça n'a pas été une bonne année dans son cas à lui l'année passée, là, mais le fait d'avoir réussi à amener Bienny Dadonov, c'est un très bon move qu'il a fait selon moi. Là. Fait que, bref, je déteste pas DJ Smith pour l'instant, moi, il m'a absolument rien prouvé.
Puis si je ne fais pas erreur, je pense que c'est un ancien assistant coach des Maple Leafs de Toronto. Allez. Donc, l'année passée, les Sénateurs d'Ottawa, c'est 25 victoires, 34 défaites, 12 défaites en prolongation, un total de 62 points. Ça n'a vraiment pas été une bonne saison. Une moyenne de buts marqués de 2,69, ça leur donne le 24e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés à 3,42, 30e rang dans la Ligue nationale. Quand tu as une aussi grosse différence entre les buts que tu marques en moyenne et les buts que tu encaisses en moyenne, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Un avantage numérique à 14,2%, c'est le 31e rang. Le pire avantage numérique de la Ligue nationale, c'est eux autres. Et un désavantage à 76,1, c'est le 28e rang de la LNH. Donc, on a de la difficulté à 5 contre 5, de la difficulté au niveau des unités spéciales. On a le pire avantage numérique de toute la Ligue. Oui, on a fait des moves qui se veulent vouloir aider à ce niveau-là, entre autres avec l'acquisition de Dadonov, à la limite peut-être même Galchenyuk. C'est sûrement pas Ron Branson qui va te scorer les buts en powerplay, ça c'est clair que non. Fait que bref, on a fait un petit peu de move pour essayer d'améliorer ça, mais sera-t-il suffisant? On se fie beaucoup à Ottawa sur le développement des jeunes. On verra s'ils vont être capables de faire augmenter ces statistiques-là. Celle-là doit monter, celle-là doit descendre, celle-là doit monter, celle-là doit monter. Ça sera pas évident. Puis un point là, qui est un point qui moi je trouve un peu névralgique, c'est la relève au niveau des gardiens de but à Ottawa. Je ne suis pas à 100% convaincu par rapport à la suite des choses. 30e dans la Ligue nationale, 15e dans la division de l'Est. On a bien entendu, dans la division de la conférence de l'Est, on a bien entendu pas fait partie des séries éliminatoires, donc c'est une des rares équipes qui n'ont pas été dans les bulles. Le meilleur buteur a été Jean-Gabriel Pageau avec 24 buts, et ça malgré le fait qu'il a été transigé à la date limite des transactions. Le suivant, je crois que c'était Brady Tkachuk. Je l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué, mais souvent je pense que c'est Brady Tkachuk avec genre 21 buts. Puis Dadonov avait 25 buts, donc il aurait été supérieur dans son cas à lui. Mais bon, en tout cas, l'année passée avec les Sénateurs, c'est Jean-Gabriel Pageau, 24 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Brady Tkachuk avec 44 points. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Thomas Chabot avec 39 points, moins 18. Bon, là, dans le cas de Tkachuk, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a connu quand même une saison standard. Comparé à sa saison recrue, c'est à peu près la même affaire. 44 points, 71 matchs, c'est pas mauvais, c'est pas une grande amélioration. 106 minutes de pénalité. Monsieur prend ses aises, puis il nargue un petit peu au niveau de la LNH. Fait que, bref, ça c'est quelque chose qui a changé dans son cas. Lui, dans le cas de Thomas Chabot, on a eu une réduction, lui. 16 points de moins que l'année d'avant. Il faut dire aussi qu'on n'a pas complété la saison dans son cas à lui. Mais un petit ralentissement dans son cas à lui. Reste que c'est le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation. Il n'y a pas de doute à se poser là-dessus. Là, quelque chose qui peut être intéressant à mentionner, c'est le fait que Connor Brown, ici, a dépassé les 41 points pour la première fois de sa carrière, ce qui regarde plutôt bien. Il y a eu une bonne saison sur un point de vue offensif, ce qui n'a pas vraiment été le cas de Colin White. 23 points, 61 matchs, ça a été plutôt décevant. Fait qu'il y a eu des gars qui ont réussi à sortir peut-être un petit peu plus fort, d'autres plus de difficultés. Dans le cas de Greg Anderson, il a signé sa fin avec les Sénateurs, une moyenne de 3,25, 902 d'efficacité, c'est vraiment pas bon. Anders Nilsson, qui a finalement été échangé au Lightning de Tampa Bay, mais il y a eu une saison plus que ordinaire. 20 matchs, 3.18, 908. Pas évident. Puis sinon, Hogberg, qu'on va revoir ici, lui, ça a été en dents de scie son affaire, mais au final, 24 matchs, 3.12, 904. Donc, ça a été difficile pour les gardiens de but l'année passée. Puis ça devrait pas nécessairement être beaucoup plus facile. Il y a eu des gars qu'on a réussi à voir ressortir un peu, entre autres Anthony Duclair, qui avait connu sa meilleure saison depuis, je pense que c'était 4 ans. Mais finalement, il n'est plus avec les Sénateurs aujourd'hui. Il est rendu avec les Panthers. Mais Anthony Duclair avait connu quand même une bonne saison là, dans la mesure du possible avec l'aspect médiocre qu'on avait au niveau des statistiques offensives des Sénateurs d'Ottawa. Fait que, bref, il y a eu des petits points positifs, beaucoup de points négatifs. Brandstrom a été un gars qui a été intéressant à découvrir, c'est vrai. Je vais en reparler un petit peu plus dans son cas. Donc, les espoirs qui sont à suivre pour cette année, qui pourraient faire partie de l'organisation et de l'alignement régulier dès cette année. Je pense entre autres à l'Illegals Tim Studzil, 18 ans, choix de première ronde en 2020. Lui, il jouait dans la Ligue d'élite de Suède. D'Allemagne. Il est tard, excusez, je suis fatigué. Donc, lui, il jouait dans la Ligue d'élite d'Allemagne, dis-je bien. Dans son cas, à lui, dans la Ligue d'élite d'Allemagne, 41 matchs, 7 buts, 27 passes, 34 points. Il y avait aussi un 5 points en 5 matchs au championnat du monde junior. Ça a l'air qu'actuellement, au championnat du monde junior, ça va bien, mais j'ai pas suivi vraiment ses statistiques. Là. Fait que lui, c'est un jeune homme qu'on voit comme étant un jeune homme
très dynamique, rapide au niveau des patins, un bon sens du jeu. Il a été nommé recrue de l'année dans la Ligue d'élite d'Allemagne. Alors, c'est un jeune homme il est habitué de jouer contre les hommes. Je vous dis pas que c'est nécessairement le plus grand talent qui a été repêché au dernier repêchage, mais il n'est pas dans le top 3 pour rien. On va se dire ça de même. Là. Fait il est habitué de jouer contre les hommes, il a été performant au niveau du championnat du monde junior, puis il a bien fait aussi au niveau de la Ligue d'élite d'Allemagne, qui est le niveau le plus élevé en Allemagne. C'est sûr que c'est pas la KHL là, quand même, c'est pas le niveau de la LNH non plus, mais c'est un gars qu'on pourrait voir dès cette année, tout dépendamment de son training camp, mais qu'on pourrait voir dès cette année dans la LNH. Puis c'est un gars qu'il faut qu'il joue sur tes premières unités parce que c'est un gars à caractère offensif. Tim Stützle pourrait très bien être dans la LNH dès cette année. Joshua Norris, dans son cas, a eu 21 ans sur le premier round en 2017. Dans son cas, écoute, Joshua Norris a connu une très bonne saison l'année passée dans la Ligue américaine. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est sa première année. Ah, et c'est ça. Donc, ça a été la meilleure recrue dans la Ligue américaine. Il a terminé avec 61 points en 56 matchs, un total de 31 buts, 30 passes. Alors, une excellente saison dans son cas à lui dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, il s'est contenté d'un maigre 0 points en 3 matchs. Mais c'est un gars qu'on voit comme étant un gars qui devrait théoriquement faire partie du top 6 de l'organisation, puis pas dans 10 ans. Là, c'est un gars qui possède un très bon tir et qui a quand même un bon gabarit. 6 pieds 1, 192 livres, c'est un bon gabarit. Tout dépendamment des experts, il y en a qui le voient comme étant scratch, il y en a qui le voient comme étant première ligne. Fait que c'est assez mitigé l'opinion qu'on a par rapport à lui. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que ça a super bien été dans la Ligue américaine dans son cas à lui. C'est un joueur à caractère offensif, bon tir, bon gabarit, qui est capable d'aller dans les zones chaudes. C'est un gars que moi, je vois dans la LNH dès cette année, mais ça se peut que je me trompe, bien entendu. On a également le défenseur Erik Brandstrom, 21 ans, choix de... J'ai pas marqué, c'est un choix de quoi, lui? Hein? Choix de première ronde en 2017 des Golden Knights de Vegas. Dans son cas, à lui, Erik Brandstrom, il a joué une partie de la saison dans la NH, une partie de la saison dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, honnêtement, ça l'a très bien été. Moi, je l'ai vu un petit peu contre le Rocket. Puis c'est un gars qui joue avec beaucoup de hargne. Il est pas grand. Il mesure 5 pieds 9. Mais il pèse comme 181 livres. Donc, c'est un gars qui est quand même, au niveau de la musculation, il est quand même pas si mal. Donc, il est vraiment petit, mais il est pas si mal. Et il a un très bon coup de patin. Il est rapide, le gars, honnêtement. Fait que c'est un gars qui bouge très bien, il distribue bien la rondelle. Il a une bonne agressivité aussi. Dans la Ligue américaine, il y avait 27 matchs, 3 buts, 20 passes, 23 points. Ce qui est quand même très bon. Très bon, 23 points en 27 matchs pour un défenseur à caractère offensif. Très bon. Dans la Ligue nationale, il a joué 31 matchs, 4 passes, 4 points, pas de but. Alors, c'est un gars qu'on pourrait voir dans la NH dès cette année. Il a pris un peu de musculature, donc c'est ce qui fait qu'il devrait être capable de jouer dans la NH. Peut-être pas contre les meilleurs trios, mais on devrait pouvoir. Puis, comme je vous dis, c'est un défenseur à caractère offensif qui patine bien. Il est vraiment fluide, il lit bien le jeu. Donc, c'est un gars qui pourrait nous aider à améliorer certaines statistiques. Je dis bien qu'il pourrait parce qu'il reste que c'est quand même un jeune homme. Là. Et par la suite, j'y étais avec l'ailier droit Drake Batterson, 22 ans, un choix de 4e ronde en 2017. Dans son cas, à lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 44 matchs et 23 matchs dans la Ligue nationale. En 44 matchs dans la Ligue américaine, 16 buts, 38 passes, 54 points. Donc 54 points en 44 matchs, c'est très bon. C'est un gars qui est all offense par contre. Attends-toi pas à ce qu'il back. Dans la Ligue nationale, 23 matchs, 3 buts, 7 passes, 10 points. Ça a quand même bien été. Il a connu 2 bonnes saisons dans la Ligue américaine. C'est un gars qu'on considère qu'il est prêt pour la LNH dès cette année. Mais comme je vous dis, c'est pas un gars qui est vraiment responsable défensivement. C'est un gars surtout qui est porté très à l'attaque. Alors, si on veut l'utiliser, pour moi, je ne l'utiliserai peut-être pas contre les meilleurs éléments de l'autre organisation. Mais en échange de quoi, ben c'est ça. C'est un gars qui peut nous apporter des points. Puis on veut augmenter nos statistiques offensive, défensive, un peu de tout à Ottawa finalement. Là. Fait, bref, c'est ça. Alors là, on y va avec l'alignement que je vous propose. Cet alignement-là, il est touché. Il est vraiment touché parce que j'ai beaucoup trop de crayons rouges là-dedans. Fait que si la colle pogne, on a une meilleure équipe que l'année passée. Si la colle pogne pas, on va être un peu perdu encore cette année du côté des Sénateurs d'Ottawa. Ça va peut-être être par contre une année de transition pour justement tous les noms qui sont en rouge de s'adapter et de s'habituer à jouer ensemble. Je suis pas super convaincu de DJ Smith, mais on verra. Peut-être que si l'organisation a une bonne saison cette année, ben, ça va être imputable à lui. Fait que tant mieux si je me trompe. Alors, au niveau de la première ligne, je pense pas me tromper totalement.
Peut-être un peu, mais pas totalement. Tkachuk est assurément le meilleur ailier gauche de l'organisation. Fait que ça, il n'y a pas de question à vous poser. C'est lui qui est mon ailier gauche numéro 1. Tim Stützle a beau être bon, je pense pas qu'il va être sa première ligne à sa première année, mais donnerait bien gros. Donc, Tkachuk est mon premier ailier gauche, puis Dadonov est mon premier ailier droit. Ça, je pense que là-dessus, on n'a pas de question à se poser. Dadonov arrive avec ses 25 buts, c'est un bon marqueur, c'est un gars qui devrait théoriquement améliorer cette statistique-là et cette statistique-là. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de buts, mais encore là, 25 buts en 69 matchs l'année passée, dans le cas de Pajot, il y en avait 24. Fait que, on a quand même perdu un gars qui était, en tout cas, qui allait bien l'année passée au niveau des buts. Fait qu'on a été en chercher un autre, ça va faire du bien, mais c'est peut-être pas... Ça sera peut-être pas une immense différence, mais j'espère que ça va faire quand même une différence au niveau de l'avantage numérique et des buts marqués. Alors ça, je pense que c'est quand même assez solide. Tkachuk, Dadonov, je pense que c'est pas mal ça. Dans ma ligne de centre, je suis pas certain. Je suis pas super certain. Alors moi, j'y étais avec Brady Tkachuk, 44 points en 71 matchs l'année passée. Il s'est maintenu, lui, au niveau de sa productivité. À sa saison recrue, il avait une quarantaine de points aussi. Fait c'est un gars qui est physiquement dérangeant. C'est un gars qui parle beaucoup, puis qui est capable de se mettre dans les zones chaudes, qui rapporte. Il l'a prouvé, puis il devrait continuer dans ce sens-là. Maintenant, il me faut un gars qui serait capable d'alimenter ces gars-là. Parce que Evgeny Dadonov, 47 points, 69 matchs l'année passée, c'est plus un marqueur qu'un playmaker. Donc, c'est là-dessus où j'ai besoin d'un joueur de centre qui serait capable de les alimenter les deux. J'ai opté pour Joshua Norris parce qu'il a connu une très bonne saison dans la Ligue américaine. Ça a été la meilleure recrue. Il n'a pas été nommé recrue de l'année, mais ça a été la meilleure. En tout cas, je pense pas. Mais ça a été la recrue qui a eu le plus de points l'année passée dans la Ligue américaine. Je vois en lui un gars qui a une bonne capacité au niveau de la production offensive. C'est la raison pour laquelle je le mets comme premier centre. Mais c'est touché là, de faire partir un gars de Ligue américaine, puis l'année d'après, bang, premier centre de ta LNH. Je suis pas certain à 100%. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de potentiel offensif, c'est lui que je vois comme étant mon numéro 1. 3 points l'année passée, 3 matchs l'année passée, aucun point dans la Ligue nationale, mais il avait joué quand même dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, il avait obtenu plus de points qu'il y avait de matchs. Joshua Norris, 61 points en 56 matchs. Fait que je pense que ça vaut la peine d'essayer Joshua Norris sur le premier trio. En termes de deuxième trio, j'ai été avec Tim Stützle qui lui jouait dans la Ligue d'élite de Suède. Je sais pas pourquoi j'aurais pas dit ça. D'Allemagne, bout de vierge, je suis un Allemand. Stützle avait 34 points en 41 matchs dans la Ligue d'élite d'Allemagne. C'est un joueur à caractère offensif, fait que je l'ai mis dans mon top 6. Avec Derek Stepan. Écoute, Derek Stepan a déjà été un two-way player. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un joueur à double sens. C'est un joueur qui est peut-être plus intéressant défensivement qu'il va l'être offensivement. Peut-être qu'il va retrouver ses mains. Peut-être qu'il va retrouver son aspect offensif si on lui donne des responsabilités plus offensives. Il a déjà été un gars qui faisait une cinquantaine de points par année. Fait que, tu sais. En tout cas, assurément, c'est un joueur de centre qui a de l'expérience. Puis comme Colin White a été décevant l'année passée, c'est un gars qui devrait avoir un caractère offensif beaucoup plus poussé que 23 points. J'ai été avec Derek Stepan au centre de mon deuxième trio. Puis en même temps, je me dis, Derek Stepan, c'est un bon Jack. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est un bon Jack. C'est un gars qui a une bonne attitude. Fait que de le faire jouer avec le jeune Stützle, je pense que ça peut bien l'encadrer. Connor Brown, l'année passée, 43 points en 71 matchs. Une belle progression pour lui. C'est un gars qui est à caractère offensif. Je pense que c'est un gars qui, assurément, Dadonov va être au-dessus de lui. Là. Fait que c'est quand même au niveau de l'aile droite. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir Dadonov comme premier ailier droit puis Connor Brown comme deuxième ailier droit. On a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Là, l'énigmatique Alex Galchenyuk que j'ai mis ailier gauche de mon troisième trio, 24 points, 59 matchs l'année passée. Il m'arrive du Minnesota, ce gars-là, mais c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais jamais à quoi m'attendre de lui. Puis c'est un gars que les coachs ont de la misère à coacher. Fait que bref, je ne sais pas exactement. Peut-être que ça va faire comme Anthony Duclair. Anthony Duclair, il avait une bonne saison l'année passée. Peut-être qu'on va réussir à faire à peu près la même chose avec lui. Si tel est le cas, Galchenyuk a un potentiel intéressant. C'est un gars qui a un bon talent. Mais si on ne réussit pas à le mettre sur la rail, ben, ça va être du niaisage comme ça a été finalement partout où il était. On s'entend que ça l'a. Il y avait eu des bons flashs à Montréal, ça a été difficile en Arizona, ça a été difficile à Pittsburgh, puis Minnesota. Fait que bref, on va l'essayer. Avec Colin White qui a une saison plutôt difficile, 23 points en 61 matchs l'année passée. C'est un joueur de centre qui devrait être à caractère offensif. Fait que je me dis de le faire jouer avec Galchenyuk qui a du talent. Donc s'il se remet ses rails, ça devrait être bien. Et Drake Batterson, 23 matchs l'année passée, 10 points, mais c'est un gars qui est all offense. Donc de faire jouer Colin White avec deux gars plus offensifs, ça peut peut-être être intéressant. Parce que c'est un gars qui devrait théoriquement avoir plus de points. Donc il devrait être plus une meilleure production offensive. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben là à ce moment-là, on pourrait toujours essayer de le faire monter sur le deuxième trio. Avec Connor Brown, je sais pas.
Au niveau de mon quatrième trio, j'ai été avec Cédric Paquette à l'aile gauche, 18 points, 61 matchs. Mais c'est un gars qui est dérangeant, Cédric Paquette. Je pense que c'est une très belle acquisition d'ailleurs pour les Sénateurs d'Ottawa. C'est un gars qui est généralement apprécié, puis c'est un gars qui est fatigant. Il est fatigant. Il occupe de la place. Avec Tkachuk puis Paquette, je pense qu'on a des gars assez dérangeants. Donc on n'est peut-être pas encore super solide au niveau de nos bases. Mais on peut quand même être fatigant, puis ça peut sortir les équipes de leur game. Fait moi, j'ai voulu mettre Cédric Paquette sur mon quatrième trio à gauche. Chris Turney au centre, 37 points, 71 matchs. Intéressant. Si White est encore décevant cette année, c'est Chris Turney qui va prendre la relève. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec les autres. Mais si jamais on voit que, exemple, si Norris n'est pas capable de s'adapter, ben là, c'est Colin White qui peut monter ou Chris Turney peut monter. Derek Stepan, s'il ralentit encore, il va descendre. Fait que bref. Et par la suite, j'y vais avec Austin Watson, 14 points en 53 matchs l'année passée. Là, dans cette équipe-là, on a Galchenyuk qui m'arrive du Minnesota, Paquette qui m'arrive de Tampa Bay, Stepan qui m'arrive de l'Arizona, Dadonov qui m'arrive de la Floride, Austin Watson qui lui m'arrive de Nashville, Logan Shaw qui m'arrive de Winnipeg, Joshua Brown qui m'arrive de la Floride, Goodbranson qui m'arrive de Anaheim, Matt Murray de Pittsburgh. On a un paquet de joueurs qui arrivent de partout. Thomas Chabot. Non, excusez, j'ai oublié mes scratchs. Paul, Logan Brown, Chaplik et Shaw. Avez-vous remarqué que cette équipe-là a bien des Browns? C'est l'équipe des Browns. On a Connor Brown, on a Logan Brown, puis on a Joshua Brown. Fait que ces chandails, ils mettent la première lettre du prénom. Je me demande pourquoi. Premier défenseur gauche, c'est Thomas Chabot, il n'y a pas de question. 39 points, 71 matchs l'année passée. Ralenti un petit peu, mais il reste quand même que c'est le meilleur défenseur de l'organisation, il n'y a pas de question. Nikita Tsaïtsev, que je fais jouer à sa droite, sont habitués les deux de jouer ensemble, fait qu'on continue avec ça. 12 points, 58 matchs l'année passée, un défenseur peut-être un petit peu plus défensif. Mike Riley, qui était uniquement un défenseur plus offensif, mais 16 points, 44 matchs, c'est so. Que je fais jouer ici avec Goodbranson, lui c'est 9 points, 51 matchs l'année passée. Bon, là, je sais que DJ Smith a confiance en Mike Riley. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis là. Mais j'aurais peut-être été tenté de faire jouer Brandstrom avec Goodbranson. Parce que Brandstrom, c'est un défenseur à caractère offensif. 4 points en 31 matchs l'année passée au niveau de la LNH. Il y avait pratiquement 1 point par match au niveau de la Ligue américaine. De le faire jouer avec un joueur d'expérience et physique comme Goodbranson, ça aurait pu être vraiment intéressant parce qu'il est petit, Brandstrom. Donc oui, peut-être il a gagné de la musculation, là, mais il reste qu'il n'est pas tellement imposant physiquement. Fait que ça aurait été intéressant de le voir jouer avec Goodbranson. Là, j'ai décidé de rester avec Riley parce qu'il est connu à Ottawa, mais c'est un switch que j'ai largement hésité. Et par la suite, j'y vais avec Joshua Brown. Écoute, Joshua Brown, 8 points en 56 matchs, je le connais pas. Il vient de la Floride, puis je le connais pas vraiment. On a Braden Coburn qui nous arrive de Tampa Bay, que j'ai mis comme scratch. Will Hannon, qu'on connaît déjà bien ici à Ottawa, et Jaros, que j'ai mis comme scratch également. Au niveau des gardiens de but, ben là, on a Matt Murray, puis on a, je me souviens plus son nom à lui, là, Hotberg, là, mais je me souviens pas de son prénom, c'est quoi. Matt Murray nous arrive de Pittsburgh, mais lui, Matt Murray, il s'est fait littéralement buster sa place par Jerry. Il s'est fait voler sa place par Jerry. Donc, je sais pas, c'est comme une deuxième chance pour lui, une seconde vie à Ottawa. Puis là, on lui a montré qu'on lui fait confiance. Donc, Anderson ne revient pas. On a échangé Anders Nilsson aussi. Malgré que je pense que lui était blessé. Je pense qu'il n'aurait même pas joué dans son cas, lui. Fait que bref, on lui montre à Matt Murray, écoute, on a confiance en toi. Pittsburgh avait essayé. Ils ont laissé partir Marc-André Fleury, puis ça n'a pas tant marché. Fait que je sais pas. Bon, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir une seconde vie, donc on souhaite qu'il va trouver ses repères et qu'il va être solide parce qu'il y en aurait besoin. Avec les sénateurs, le jeu défensif, c'est pas de best. Mais malgré Goodbranson, il peut aider. C'est un défenseur très physique, mais c'est un défenseur qui peut jouer défensivement aussi. Fait que, bref. Matt Murray, l'année passée avec Pittsburgh, 38 matchs, 2,87, 899. Puis Hotberg, l'année passée avec Ottawa, 24 matchs, 3,12, 904. Hotberg, c'était up and down. Il y a eu des très bonnes sorties et des sorties très difficiles. Fait que, ben c'est ça. C'est ça pour mon preview 2021 des Sénateurs d'Ottawa. J'aimerais vraiment beaucoup que la colle pogne. Puis que, honnêtement, les gars trouvent leur repère très rapidement. Si tel est le cas sur papier, ils ont fait des ajouts qui sont des ajouts très intéressants.
Mais s'ils réussissent pas à créer, le point positif, c'est que les autres, je pense, sauf erreur de ma part, les équipes qui faisaient pas partie de la bulle, il me semble qu'ils ont des matchs préparatoires, les autres n'en auront pas. Ça va peut-être donner la chance aux joueurs d'apprendre à se connaître un peu plus, mais ça va être rough de faire mixer tout le monde ensemble. Alors, c'était ça mon preview pour ce qui est de la saison 2021 des Sénateurs d'Ottawa. Si jamais il y a des gars que vous pensez que j'ai oublié, mais en fait, j'aurais pu mettre entre autres Alex Formanton, que je pense en ce moment, mais à un moment donné, j'ai des limites de joueurs. Je peux plus je peux pas toutes les mettre non plus. Là. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent faire partie de la formation de cette année. Fait que bref, c'était ça mon preview pour ce qui est de la saison 2021 des Sénateurs d'Ottawa. Si jamais vous l'avez aimé, on n'oublie pas d'y mettre un j'aime, de partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne et on active la petite cloche. Je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se revoit très prochainement pour un autre preview LNH. See ya!